Donc, on considère une fonction C infinie définie sur R tout entier. Et on suppose qu'il existe un polynôme P de degré impair, tel que pour tout x appartenant à n, et pour tout x, toutes les dérivées n de x sont contrôlées par le polynôme. On fixe un tel polynôme. Premièrement, montrer que P possède une racine réelle. Donc ça, c'est assez classique. Comme P est de degré impair, eh bien, les limites en plus et moins l'infini de P sont opposées l'une à l'autre. Donc, on a P de x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et P de x qui tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, ou le contraire. Ou bien P de x tend vers moins l'infini en plus l'infini, et P de x tend vers plus l'infini en moins l'infini. Et donc, le théorème des valeurs intermédiaires, comme la fonction qui a t associe P de t est continue, d'après le TVI, on a bien l'existence d'un zéro. D'après le TVI, il existe alpha appartenant à R, tel que P de alpha égale 0. D'où le résultat. Donc ça, c'est très classique. Donc, on a trouvé une racine. Alors, deuxième question. Deuxième question, montrer que f est la fonction nulle. Alors, ici, je vais faire quelques essais. La première idée, c'est évidemment d'utiliser la question précédente. Et donc, on va fixer A appartenant à R, tel que P de A égale 0. Alors, Gauthier pose la question dans le chat. Ah oui, c'est le 29.1. C'est un autre, on verra ça plus tard. Donc, comme on a P de A qui vaut 0, on a aussi F de A qui vaut 0. Or, pour tout x appartenant à R, on a F de x qui est plus petit que P de x. Donc, en particulier, ça c'est pour n égale 0. Donc, F de A égale 0. Donc, on a un point d'annulation. Ensuite, la deuxième idée, ça va être de faire du Taylor. Idée numéro 2, faire du Taylor, formule de Taylor avec reste intégral en A. Donc, on va l'écrire. On va l'écrire, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais fixer H. Alors, est-ce que j'ai fixé H? Non, je vais plutôt fixer... Allez, je vais fixer H. Et donc, on va fixer aussi un entier n.
Et donc, on a la formule qui nous dit f de a plus h est égal à... Donc, on a f de a d'abord. Et ensuite, on a la somme k égale 1 à n de la dérivée km au point A sur k factoriel fois h en puissance k plus l'intégrale de a à a plus h de la dérivée n plus unième de f en t, et ensuite, en haut, c'est pas a plus b, c'est a plus h. Ensuite, on regarde là la t position de a plus h en puissance n. Je peux l'écrire comme ça, ou alors, on va faire autrement. Autre façon d'écrire la formule de Taylor avec reste intégrale, j'ai f de b qui va être égal à f de a plus la somme k variant de 1 à n de la dérivée km de a sur k factoriel b moins a en puissance k plus l'intégrale de a à b de la dérivée n plus unième de t en b moins t puissance n sur n factoriel dt. Voilà, on a ça. Alors, comment on va pouvoir s'en sortir? Montrer que f est la fonction nulle et on a majoré toutes les dérivées n de f par un polynôme p. On a déjà utilisé la nullité en un point. Donc cette partie-là vaut 0. Et ici, bon, on va essayer de faire une inégalité de Sanger. Je ne suis pas convaincu que ça va marcher, mais essayons de la faire. On a donc f de b qui est inférieur ou égal à la somme k variant de 1 à n. Là, je majore tout ça. Et ensuite, l'intégrale, je vais aussi la majorer. Donc là, je vais supposer... Monsieur, Oui. les FK de A, ils sont tous nuls, non? Ah, bien joué. Bien joué. Effectivement, merci. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Grégoire, Antoine. Donc, effectivement, on va s'arrêter là. On a beaucoup mieux. Puisque P de A est égal à 0 et pour tout n, la dérivée de nème de f est plus petit que le polynôme P évalué en A. On a donc, pour tout n, la dérivée nème de f en A vaut 0. Et donc, la formule de Taylor, avec reste intégrale en B, s'écrit, eh bien, f de B est égal uniquement au reste.
Voilà. Et donc, si on suppose que B est supérieur ou égal à A, par exemple, on obtient le fait que f de B est plus petit que l'intégrale de A à B de la dérivée n plus unième de f en t fois b moins t en puissance n sur n factoriel. Ça, on peut du coup majorer par p de t. Comme ceci. Et ici, ce que je vais dire, là, maintenant, l'idée numéro 3, c'est de pouvoir se débarrasser de P de T et le mettre devant. Alors, comment on va faire ça? Simplement, on a déjà vu cette idée précédemment. P est une fonction, hein, la fonction associée au polynôme est continue sur le segment AB. Donc là, la fonction qui a T associe P de T, elle continue sur le segment AB. Donc, elle est bornée sur ce segment. Et donc, fixons donc grand M supérieur ou égal à 0. Alors ici, petite remarque, mais ce n'est pas très important. M dépend de A et B. Puisque c'est la borne sur le segment AB. Donc, fixons donc grand M supérieur ou égal à 0, tel que, pour tout T appartenant à AB, on ait la valeur absolue de P qui soit plus petite que grand M. Et donc, à ce moment-là, on peut continuer nos inégalités pour en conclure que f de B en valeur absolue est plus petit que grand M fois l'intégrale de A à B de B moins T puissance n sur n factoriel dt. Ce terme-là, on commence à l'avoir en réflexe. Je l'ai calculé en cours. Donc là, je vous laisse le faire si vous ne l'avez pas encore en réflexe. Ça, c'est égal à B moins A en puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Or, B moins A puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Puisque, je vous rappelle que pour tous ces appartenant à R, C puissance n est toujours un petit taux de n factoriel. Donc la factorielle bat systématiquement la puissance. Donc, en passant à la limite, en faisant tendre n vers l'infini dans l'inégalité f de B plus petit que grand M fois B moins A en puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, on obtient f de B égale 0. Évidemment, de même, si B est inférieur ou égal à A. Ici, j'ai supposé B plus grand que A pour pouvoir intégrer dans le bon sens et faire mes calculs facilement. Donc voilà, ici, hein, donc on voit que ce qui nous a permis de résoudre cet exercice, c'est vraiment d'utiliser la question 1 comme pivot. On a une racine réelle,
Et ensuite, il fallait en déduire. Donc, la chose que je n'avais pas vue et où vous m'avez aidé, c'est de voir que ça implique que f s'annule, mais mieux que toutes les dérivées successives de fc. En A. Troisième question, le résultat est-il encore vrai si l'on suppose P de degré pair? Non. Est-ce que quelqu'un a un contre-exemple? Une fonction dont toutes les dérivées sont majorées par un polynôme de degré pair, mais qui n'est pas nul? Antoine ou Augustin ou Grégoire? On va prendre le polynôme x carré plus 1 et la fonction constante égale à 1. Voilà, très bien. Non, on prend f égale la fonction constante à 1 et le polynôme p est égal à x carré plus 1. On aurait pu prendre aussi, Antoine, le polynôme p égale à 1. Ça aurait marché. Autre contre-exemple, on prend f, la fonction sin. Sin est majoré par 1 et toutes les dérivées de sin sont majorées par 1. Et on peut prendre p égale le même polynôme. On prend le polynôme p égale 1. Voilà pour cet exercice. Alors, je vais regarder dans le chat le 26. Monsieur, Oui, je vous écoute. j'ai une petite question sur cet exercice. Oui, je t'écoute. Est-ce qu'on aurait pu écrire la formule de Taylor-Young de f de x plus t et avoir du coup à droite un polynôme évalué en les fk de x et dire du coup qu'il a n plus une racine puisque on a f de x0, enfin f de a et jusqu'à fn de a qui s'annule. Et à ce moment-là, dire du coup que fx plus t tend vers un polynôme nul quand t tend vers 0. Et du coup, par continuité, f de x égale 0, par unicité de la limite. Alors, quelques remarques. Premièrement, avec Taylor-Young, il y a peu de chances que tu t'en sortes, parce que Taylor-Young te donne une relation asymptotique et non pas une relation exacte. Hein. C'est des formules qui sont très différentes, formule de Taylor avec reste intégral et formule de Taylor-Young. Taylor reste intégral, on a une égalité. Taylor-Young, on a une égalité asymptotique. Et donc, tu ne vas jamais avoir une vraie égalité avec Taylor-Young en un point. Tu vas juste avoir une approximation. Ça, c'est peu probable que ça te permette de t'en sortir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à un moment donné, dans ton raisonnement, que j'ai suivi assez vaguement, tu as dit, on a donc f de x plus t qui tend vers un polynôme. Attention, une fonction tend vers un nombre. Tu ne peux pas avoir une fonction qui tend vers une autre fonction. C'est la même erreur que si tu m'écrivais, j'ai une suite qui tend vers une suite. Okay. Donc, ça m'intéresserait peut-être la semaine prochaine de voir en détail ta solution. Pour moi, c'est sûr que ça ne va pas marcher, mais ça pourrait être intéressant pour te montrer les endroits où ça marche pas. OK, Augustin? Entendu, oui. Alors, il y a une autre remarque que je vais faire à propos de cet exercice. On peut construire, je ne sais plus exactement à quel point je vous avais expliqué ça. Je pense que je vous en ai parlé, mais je ne sais pas si je vous ai détaillé la construction. Mais on peut construire f, une fonction c infinie de R dans R, qui va vérifier les points suivants. Premièrement, f est nul sur R-. Deuxièmement, f sur l'intervalle 1 plus l'infini est égal à la fonction constante égale à 1. Et deuxièmement, f est croissante. On appelle ça une fonction plateau. On appelle une telle fonction une fonction plateau.
Donc, si je dessine une telle fonction, elle est comme ça. Là, donc, j'ai sur R-, j'ai dit qu'elle était nulle. Sur 1 plus l'infini, j'ai dit qu'elle était constante égale à 1. Et ensuite, ici, le point très important sur cette fonction, c'est qu'elle est C infini. Donc, elle va être comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose le résultat est intuitivement assez évident. Techniquement, ça se fait. C'est un des exercices qui est donné dans les feuilles. Ça doit être, à mon avis, dans la feuille sur la dérivation. Voilà, c'est CF, l'exercice 23.47. Donc, l'exercice 23.47, on prouve l'existence d'une telle fonction. Et donc, ici, en particulier, on a que toutes les dérivées successives de cette fonction f en 0 sont toutes égales à 0. Pourquoi? Puisque la fonction est infiniment dérivable et on peut prendre toutes les dérivées à gauche. Et à gauche, c'est la fonction nulle. Donc, les dérivées sont nulles. Et donc, on a ici un exemple de fonction dont toutes les dérivées successives s'annulent en un point et qui pourtant n'est pas identiquement nulle. Donc ça donne un contre-exemple. Ça montre que, par conséquent, dire qu'il existe un point A tel que partout les dérivées n sont nulles, eh bien ça n'implique pas que f est nul, en général. Voilà. En revanche, ça va impliquer, d'après Taylor-Young, pour une telle fonction, on va avoir que, pour tout n, f de t est un petit taux de t puissance n, lorsque t tend vers 0. Puisque le développement limité de cette fonction, souvenez-vous de la formule de Taylor-Young, le développement limité de cette fonction en 0, c'est les dérivées successives de f en 0. Elles sont toutes nulles, et donc il va rester que le petit taux de t puissance n. Donc ça veut dire qu'une telle fonction, on appelle ça donc une fonction plate aussi, on dit que 0 est un point plat, on dit que f est plate en 0. On dit que f est plate en 0. Donc, si la fonction est plate, elle tend très très vite vers 0. Elle tend plus vite que tous les t puissance n. Mais elle n'est pas nécessairement nulle. Voilà pour un petit complément qui permet de resituer un petit peu ces intuitions. Donc, je vais arrêter là l'enregistrement.